Bien, donc abordons la session 2, qui est donc une session dédiée. Session 1, rappelez-vous, introductif, l'importance du concept de décarbonation. Alors, le lien qu'on peut faire entre IoT, GTB, GTC et la décarbonation, il est simple. C'est qu'en fait, toutes ces technologies ont été développées, pas pour le plaisir, mais pour mieux maîtriser les consommations énergétiques ou un certain nombre de process, ou la qualité de l'air, ou la productivité d'une machine, tout ça, c'est ça l'idée. Mettre de l'intelligence par rapport aux équipements, appelons ça dur, hard, que sont une chaudière, que sont une pompe à chaleur, un groupe de froid, une centrale de traitement d'air, etc., etc. Bien. Donc, si vous voulez, on ne peut pas passer à côté du fait qu'au fond, il faudrait pouvoir un peu évaluer l'impact sur l'émission de carbone de l'introduction d'une solution GTB, GTC ou IoT. Donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, bien sûr, on ira dans le dur de ce que c'est que GTB, GTC, IoT, etc. Mais essayons quand même de rentrer un petit peu sur la suite de la session 1, qui est donc la problématique de décarbonation. Ici, donc, faisons un bilan carbone. Alors, on ne va pas faire un bilan carbone complexe. Il y a des méthodes très sophistiquées. Le but, c'est pas tellement faire des méthodes très compliquées, c'est plutôt donner des ordres de grandeur, des tendances, des comparaisons. Donc, il faut comprendre la méthodologie qui est relativement simple. Et puis, comprendre les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, faire des exemples. Des exemples qui permettent d'identifier des axes, comment on réduit l'impact carbone, et quel est le rôle là-dedans, bien sûr, de l'IoT et de la GTB. Alors, un bilan carbone, c'est un nom, en fait, c'est un nom qui est propriétaire, c'est une méthodologie qui a été développée il y a bien 25 ans, c'est pas récent. Bon, comme je dis, on va faire un bilan carbone simplifié, attention, simplifié. Bon, malgré tout, il y a un certain nombre de concepts. Quand on fait un bilan carbone sur une solution, prenons une solution GTB, il faut comptabiliser l'ensemble des émissions directes associées au dispositif et indirectes. Et ça se rappelle les scopes 1, 2, 3, on verra dans le détail ce que c'est. Alors, les émissions indirectes, tout dépend des équipements. Mais c'est souvent une grande partie de l'empreinte globale du dispositif. Bon, on verra ce que c'est que le scope 3. Bon, il faut bien sûr comprendre, quand on fait un calcul, il faut avoir des données, évidemment. Et donc, il faudrait associer à chaque composant, ici un litre de carburant, il faut lui associer ou 1 kWh d'électricité, ou une tonne de charbon, ou de plastique. Il faut lui associer un facteur d'émission physique. Combien de grammes, de kilos, de tonnes de CO2 sont émis pour arriver à 1 litre de carburant, 1 kWh électrique ou une tonne? On l'a déjà aperçu à premier coup, rappelez-vous, pour certains matériaux, on a vu que valait en émissions carbone l'extraction de tel matériau, la purification de ce matériau, la transformation de ce matériau. Donc il y a on peut faire des kilowattheures par tonne ou par kilo pour, pour un module photovoltaïque par exemple. Bien. Après, il faut éventuellement, normalement, ça on ne le fera pas, bilan carbone, distinction des émissions. Il y a bien sûr ce qui est les émissions à la source, bien sûr, mais aussi il y a tout ce qui est compensé par des opérations spécifiques. C'est pas toujours facile et on ne le fera pas forcément. Et puis, normalement, ça a pour vocation d'amener à un objectif, parce que on ne fait pas ça par le plaisir, un objectif, un plan de transition, c'est un plan d'évolution d'une solution vers une autre. Alors,
c'est clair que introduire une GTB, ça va réduire les consommations d'énergie, donc ça va réduire les émissions de CO2. Intégrer le GTB dans une IoT, ça va encore plus loin. Hein. Ça a des effets sur le CO2 à la fois positifs et négatifs. Hein. Positif parce qu'on va probablement mieux organiser. Hein. Imaginez une IoT sur un quartier ou sur un grand immeuble. Il est évident qu'on va gérer l'ensemble de plusieurs GTB grâce à une IoT. Bon, donc on va essayer de rendre plus cohérente le fonctionnement de l'un et l'autre. Pour autant, il vous faut des équipements. Hein, les équipements vont consommer de l'électricité. Les équipements ont été à leur fabrication des sources d'émissions de CO2. Hein, quand vous fabriquez un calculateur, bon, vous dites, oui, non, calculateur, vous n'imaginez pas que ça nécessitait de l'énergie pour être fabriqué. Si, il en faut de l'énergie pour être fabriqué. Donc, si vous voulez, il y a du plus et du moins. Bon, bien sûr, il faut bien sûr que la réduction soit supérieure à l'augmentation, évidemment. Après, vous allez dire, mais si, monsieur, vous réduisez ça à la carbonation, mais il y a l'aspect économique, il y a l'aspect... Oui, bien sûr, il y a l'aspect économique. Et notamment, mais c'est très lié, quand vous réduisez l'émission de CO2, vous réduisez les consommations d'énergie et donc vous réduisez votre facture énergétique. Donc il est vrai qu'au fond, dans une démarche de projet, vous avez, au fond, là, le souci, la réduction économique, enfin, des gains, d'obtenir des gains économiques, qui d'ailleurs compare ce qu'on appelle les CAPEX et l'OPEX, c'est-à-dire le capital investi, les achats, et l'OPEX, les coûts de fonctionnement. Et vous comparez les deux. Et comparer les deux, ça vous fait un temps de retour sur investissement. Bon, ça, évidemment, c'est fondamental. Hein. Mais en même temps, et ça aujourd'hui, vous ne pouvez plus l'extraire, dire, non, maintenant ça me suffit, je gagne de l'argent, je suis content. Non, vous ne pouvez plus satisfaire. Il faut bien sûr dire, je réduis de temps l'émission de CO2 sur ce périmètre. D'accord? C'est ça qui est important. Donc on ne peut plus se contenter qu'une vision purement financière. Alors, justement, les principales sources d'émissions. Vous voyez, il y a 3 scopes. Il y a ce qu'on appelle les émissions directes. Alors, par exemple, le plus simple, c'est parler des exemples. Je brûle un carburant pour faire rouler un véhicule ou pour alimenter une chaudière ou pour fabriquer un composant. Donc c'est clair que vous émettez dans la plupart du temps du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, GES, émis par les sources que l'entreprise possède ou contrôle. Il n'y a pas de difficulté. Émissions indirectes. Alors, l'émission indirecte, c'est par exemple l'émission de gaz à effet de serre associée à la production d'électricité. Ah oui, parce que l'électricité, quand vous la consommez directement, vous n'émettez pas directement d'effet de serre. Par contre, la production d'électricité ou la production de vapeur que vous utilisez utilise un carburant, un combustible, et ce combustible va générer du CO2. Donc c'est de la directe. Hein. Donc ça, c'est la consommation du réseau, ou c'est l'achat de vapeur ou de froid, sur des réseaux, par exemple, les haute chaleur et les réseaux de froid. Et puis il y a le scope numéro 3 qui est un peu plus complexe à comprendre, c'est toutes les émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Par exemple, mettons au transport. Toutes les machines à acheter sont transportées. Ça génère de l'énergie consommée. Tous les achats. C'est des biens, des services qui génèrent une consommation d'énergie. Bien sûr, les déplacements, la logistique, vous voyez, tout ça génère. Donc ça, c'est peut-être parfois le plus difficile à évaluer d'ailleurs. C'est donc, ça ne se traduit pas par une facture d'énergie, mais ça se traduit par un coût de service ou un coût d'équipement qui vont intégrer, alors un coût financier, mais un coût CO2, qui vont générer un impact gaz à effet de serre. Alors, pour mener à bien ce bilan carbone, alors comme je dis, on va focaliser sur un bilan carbone, on mettra un exemple, un bilan carbone simplifié. On ne va pas faire le bilan complexe. Maintenant, il y a des cabinets qui le font, des bureaux d'études, qui ont des méthodes très sophistiquées, des bases de données surtout. Il faut des bases de données. En tout cas, c'est quoi les étapes? D'abord, comme il est normal,
définir des objectifs. Par exemple, je mets en place une GTB, quelles sont les conséquences, GTB sur ce bâtiment, quelles sont les conséquences, objectif, réduire les émissions de carbone de ce bâtiment par la GTB, pas les actions périphériques. Si j'isole le bâtiment, ça ne relève pas de mon analyse. Là. Non, là, par le choix de mettre en place un système automatisé de contrôle et de suivi. On va pour ça comme ça. Bon. Ou alors un IoT, c'est par exemple, j'ai un quartier, toutes les GTB sont connectées sur cet IoT, et j'essaie d'organiser. Alors pourquoi organiser? Peut-être parfois il y a peut-être des mutualisations entre des ressources énergétiques d'un bâtiment à l'autre. Et donc, si je suis sur des systèmes indépendants, je ne pourrais pas le faire. Si je suis un système organisé, je peux très bien gérer le bâtiment par rapport à un autre. Je donne des exemples. Bon. Le périmètre, c'est pareil. Alors, l'objectif, c'est réduire le bilan carbone et réduire les consommations d'énergie. Bon. Délimiter le champ d'étude. Oui, je dois identifier de quoi je parle, quel équipement, de quoi je parle, comment je suis organisé. Alors là, bien sûr, l'opérationnel, là, on a des équipes. En général, sur un vrai bilan carbone, on a des équipes, donc chacun a un rôle. Et bien sûr, il faut définir les postes 1, 2, 3, qu'on a discuté tout à l'heure. Il faut collecter des données, c'est-à-dire combien je consomme, combien je transporte, combien j'achète, quels sont les déchets. Je dois bien sûr associer à ça ces données des données d'activité en tonnes de CO2. Alors, c'est-à-dire qu'au fond, comme j'avais dit tout à l'heure, un kilowattheure électrique, il y a du CO2 à côté, associé. Alors, vous dites, mais monsieur, comment on sait ça? Il y a une base de données qui existe, qui est très riche, qui est accessible, notamment par l'ADEME. Et puis ensuite, alors, interpréter les résultats, évidemment, pour éventuellement identifier les postes les plus émetteurs, et puis qu'est-ce que je dois faire pour réduire ces postes? Et puis, bien sûr, restitution, communication, ça, c'est évident. Bien. Alors, vous allez dire, mais monsieur, on comprend bien la logique bilan carbone, on peut en parler sur une voiture, par exemple. Je fais un véhicule, je regarde tous les postes de consommation, bref. Mais, moi, je parle de l'IoT. Alors, l'IoT, ça va plutôt s'appliquer à des systèmes stationnaires, des bâtiments, par exemple, un bâtiment. C'est le plus simple. En plus, le bâtiment, il y a la GTB. Bon. Alors, quel est l'avantage d'un bilan carbone? D'abord, c'est plus précis. Ça fait des évaluations. On évalue, on met des chiffres. Par exemple, je mesure la qualité de l'air, la capteur de qualité de l'air, je mesure les émissions de CH4, donc de méthane et de monoxyde d'azote, au niveau de la cheminée, au niveau d'un fermenteur, etc. Et je collecte, bien sûr, l'IoT c'est fait pour suivre, mais aussi collecter et analyser. Bon, ça peut être aussi sur le trafic automobile. Donc, l'IoT me permet d'avoir de l'information. Et à partir de l'information, je fais des évaluations. Deuxièmement, ce qu'on appelle la temporalité, c'est-à-dire que parfois on est obligé de faire des bilans semestriels, mensuels, annuels. Et évidemment, c'est compliqué de réagir si on a des informations qui datent d'1 an, de 3 mois, de 6 mois, c'est difficile. Donc l'avantage de l'IoT qui permet, on le verra par la suite, où il y a une fréquence d'acquisition de données qui est un facteur important, ça permet de réagir. L'exemple le plus classique aujourd'hui, c'est votre compteur électrique, Linky, et vous pouvez suivre, si vous le souhaitez, les consommations sur des temporalités assez courtes, 30 minutes. Et puis, pour ça, granulométrie, c'est-à-dire que on peut mettre des capteurs un peu partout. Dans un bâtiment, on peut mettre des capteurs de température, d'occupation dans chaque pièce du bâtiment. Et donc, c'est plus la température moyenne, de température sur un point particulier. Là, on a toute une information, bureau par bureau, et donc on va ajuster. Présence dans le bureau ou pas. Donc on va ajuster, on va acquérir toutes ces données, et on va ajuster justement les systèmes de génération de chaleur, de distribution de chaleur, ou de froid, bien sûr,
pour minimiser leur usage et pour ne pas chauffer un bâtiment qui est inutilisé. Bon, c'est pareil, si on est dans le domaine industriel, on va mettre des capteurs sur les machines industrielles et on va essayer d'optimiser l'usage énergétique. Quatrième point important, c'est qu'on n'a plus besoin, c'est automatisation, ça vous paraît peut-être évident, mais longtemps, on s'est contenté des relevés manuels. Plus ou moins bien fait, plus ou moins systématique, et là, bien entendu, et coûteux, parce qu'il faut du personnel. Donc là, on automatise la collecte des données. Bon. Voilà, prenons des exemples, capteur de niveau de carburant, puces RFID, vous savez, des puces qui permettent de suivre un objet dans un système logistique. Et vous pouvez justement le suivre et l'analyser, je dirais, via l'IoT. Et puis, il faut traiter le scope numéro 3. Rappelez-vous, le scope numéro 3, ce sont les émissions indirectes. Difficile à estimer. Hein. Bon. Alors, bien sûr, on peut mettre des capteurs dans les produits qui sont vendus, par exemple un moteur. Hein. On peut donc suivre sa consommation d'énergie pendant sa durée de vie. Ça le faisait peu. Vous voyez, donc là, on spécifie, on visualise la consommation d'un composant particulier. Et puis, plus particulièrement, plus en amont, on pourrait dire, on peut peut-être, alors là c'est un peu plus compliqué, mais peut-être suivre les matières premières en rentrée d'usine pour identifier leur provenance et les émissions liées à ce transport. À leur transport et puis à leur extraction, à leur production. Hein. Bon, c'est de plus en plus courant. Quand vous commandez, vous avez des bases de données où une tonne d'acier, c'est identifié, d'où ça vient et quel est le contenu carbone de cette tonne d'acier. Ça, c'est de plus en plus disponible. Donc si vous avez je prends une usine, c'est pas industriel, vous avez des matières premières, plus pas de l'acier qui rentrent dans votre usine, vous avez une identification de provenance, vous avez automatiquement son contenu carbone, et dans votre analyse du produit final, vous pouvez l'intégrer. Bon, un peu plus difficile quand vous êtes un thermostat. Bon, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne va pas faire c'est le bilan carbone du thermostat qui vous intéresse. Hein. La fabricant du thermostat, combien vous a coûté? Mais celui qui va vous le donner, c'est celui qui fabrique le thermostat, c'est pas vous l'utilisateur. C'est-à-dire que la partie plastique ou la partie électrique, le cuivre, la puce, tous les composants techniques du dispositif, l'acier éventuellement, de la vanne de réglage, du thermostat, tout ça, ce sont issus de matières premières qui ont été initialement tracées et que le fabricant de thermostat a été capable d'intégrer pour ensuite donner une sorte de chiffres sur le contenu carbone de votre petit composant technique que vous avez dans la main, que vous avez installé sur le radiateur. Ok. Bien. Alors, prenons des cas. Alors, j'ai pris des cas qui sont quand même en cohérence avec ce qu'on va dire. Il y a deux études de cas. Le data center. Alors, je sais pas, vous savez tous à peu près ce que c'est qu'un data center. C'est un ensemble, un système qui regroupe dans un même local, center, des calculateurs. Alors data center, ça peut être de différentes origines, de différentes importances, et qui ont géré de l'information. Alors, on verra par la suite justement, et notamment pour l'IA, puisqu'on parlera un peu d'IA, d'intelligence artificielle, l'importance des data centers. Alors, quel est l'objectif? Il faut comprendre les sources. D'abord, les particularités carbone d'un data center, d'où vient l'émission de carbone, les sources d'émissions principales. Alors, on calcule ce qu'on appelle le PUE. Pour ceux qui ont travaillé sur les data centers, s'il y en a quelques-uns d'entre vous, ils connaissent bien ce terme, c'est le Power Usage Effectiveness. En fait, c'est tout simplement le ratio entre l'énergie consommée par le data center sur l'énergie consommée par uniquement pour les usages informatiques. Alors on verra qu'en fait, un data center, il y a des usages énergétiques qui sont très divers. Mais le plus important, c'est l'informatique, évidemment.
Donc c'est tous les calculateurs, les unités centrales, etc., qui consomment l'énergie, et de plus en plus. Et les annexes, on peut dire annexes, qui permettent de refroidir. Vous savez très bien qu'un data center, ça chauffe. Hein. Si vous dissipez de l'énergie thermique dans une puce, elle chauffe. Il faut la refroidir. Et le refroidissement, ça coûte de l'énergie. Donc le total, la puissance consommée totale sur la puissance purement informatique est supérieure à 1. Il faut en général essayer de la réduire le plus. Bon. Et puis après, bien sûr, si je prends ces consommations d'énergie plus les scope 3, c'est-à-dire les usages indirects, hein, et bien j'ai un bilan carbone, et puis qu'est-ce que je peux améliorer? Ok. Alors, prenons un cas particulier. Bon, je prends un data center d'une entreprise. Alors c'est un local qui fait 500 mètres carrés, qui a une puissance informatique de 200 kW, donc c'est relativement important, hein, c'est pas une petite entreprise moyenne, vous voyez. Un PU de 1,8, ça veut dire que, grosso modo, la consommation réelle, c'est 1,8 fois 200, c'est-à-dire 360 kW. Donc vous voyez, 160 kW, c'est pas de l'informatique, c'est du refroidissement, c'est de l'éclairage. Bon, c'est constitué d'une centaine de serveurs, de stockage, donc des disques durs, etc., et puis bien sûr d'un réseau. Et puis il y a un système de refroidissement, qui s'appelle CRC, bon, c'est air conditioning, hein, par air. Que sert par air? Je fais circuler de l'air dans le local, l'air est réfléchi, et donc l'air qui circule rafraîchit les serveurs. C'est en France, et on a un taux d'usage de 80%. Bien. Alors, regardons justement les spécificités, hein, puisque le data center, on a vu que PE, donc c'était défini, énergie informatique, les sources, l'équipement informatique, serveur, stockage, réseau, tout ça, ça consomme l'énergie. Refroidissement, vous voyez que c'est presque la moitié de l'énergie qui n'est pas IT, c'est qui n'est pas informatique, puis il y a l'éclairage, les sources électriques. Donc ça, c'est le 1, c'est la consommation directe. Alors, le 2, c'est le fait qu'on est sur l'électricité, donc il y a un ratio électricité, voire la qualité de l'électricité, c'est une électricité très carbonée ou pas. Et puis le 3, les équipements, ou la fin de vie. La fin de vie, on l'a oublié, mais un équipement qui est en fin de vie, il est détruit et ça coûte de l'énergie, ça émet du CO2, il ne faut pas l'oublier. Bon, alors, regardez, il y a des données qui sont importantes. Prenons pour notre cas particulier, attention. Hein. L'énergie. On est en France, c'est important. J'ai dit en France, pourquoi c'est important? Parce que, je sais que mon émission de CO2 par kilowattheure électrique, c'est 50 grammes, 0,05 kg de CO2, donc 50 grammes, en moyenne, de CO2 par kilowattheure électrique. Si j'étais en Europe, je serais à 350. Enfin, je suis en Europe, en France, mais enfin, sur la moyenne européenne, je suis à 350, en Allemagne par exemple. Et puis, si je suis dans un pays où il y a beaucoup de charbon, c'est 1 kg, donc 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, vous voyez que il y a un ratio de 1 à 20 entre le contenu carbone de ce qui se passe en France et ce qui se passe dans un pays qui serait, il y en a de moins en moins, mais enfin, très charbonné, très carboné, comme la Pologne par exemple. Bon. Maintenant, on dit, mais monsieur, le scope 3, oui, serveur, la fabrication d'un serveur vous coûte 250 à 400 kg de CO2. Le stockage par téraoctet, 80 à 150 kg de CO2. Hein. Et puis le réseau, c'est par switch, hein, donc par branche, on pourrait dire, 150 à 300 kg. Et puis là, le refroidissement. Là, vous voyez, les grands postes. Hein. Alors, il y a un fluide de refroidissement. Bon, ceux qui ont fait un peu de technologie du froid savent bien qu'il y a des fluides de refroidissement, fluides frigorigènes, qui ont un impact CO2 qui est non négligeable. Là, on a du 410, c'est un fluide assez impactant. C'est un vieux, hein, bon, là maintenant on ne l'utilise plus beaucoup, hein, le 410, mais enfin bon. PRG de 2088, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un kilo de 410 qui est libéré, hein, qui est fuyard,
qui est libéré à l'atmosphère génère l'équivalent de 2088 kg de CO2. Donc quasiment 1 kg donne 2 tonnes. Vous voyez, donc c'est pas négligeable. Le refroidissement, ben oui, l'eau de refroidissement a un impact CO2. Et pas négligeable. Qu'est-ce qui génère? Ben pourquoi l'eau de refroidissement? Ben parce que l'eau est traitée. Hein, l'eau que vous recevez, elle était traitée, et l'eau que vous rejetez peut être éventuellement traitée. Donc vous voyez, 0,15 kg, donc 150 grammes de CO2 par mètre cube traité. C'est pas négligeable. Et puis le transport, bon, on l'a évalué. Transport d'équipement. Donc lorsque le data center a été fabriqué, les camions sont arrivés, ben, on a évalué à peu près à 90 grammes de CO2 par kilomètre, par tonne et kilomètre. Tonne, kilomètre. Hein. Ok. Donc tout ça, ça nous permet quand même de faire un bilan, même simplifié. Ok. Alors, puissance, rappelez-vous, Haïti, voilà, taux de digestion moyen 60%, heure 8760. Ça veut dire quoi? Bah, 200, la puissance, alors, énergie ici, 200 kW, et ici, énergie. Alors, on va faire le petit exercice. D'accord? Bah, vous êtes d'accord? Je suis à taux d'usage 60% sur une puissance. Donc je fais, c'est pas compliqué, hein, quelle énergie IT, hein, informatique. Vous êtes d'accord? C'est 200 fois, ben, 8700 heures, parce qu'il a fait l'année, 8760 heures. Ah, excusez-moi, 8760 heures. Et puis, attention, taux d'utilisation 60%, donc fois 6, fois 0,6. OK? Alors, attendez, il faut que ça soit lisible. Ça m'énerve. Voilà. Voilà. Donc, fois 60%, voilà, 0,6. Ça va vous donner des kilowattheures. D'accord? Hein? Ah, je me trompe toujours. Voilà, 0,6. Bon, ce qui est égal. Égal, je vais faire le calcul. Est-ce que j'ai mis. Ah. Bon, on fera le calcul tout à l'heure parce que j'ai oublié mon. Bon. Grosso modo, c'est embêtant de ne pas avoir pris mon téléphone. Bon, ok. Énergie totale. Alors, Haïti, totale, rappelez-vous, j'ai un PUE de 1,8. C'est-à-dire que j'ai 1,8 fois, oui, 1,8 fois cette valeur. D'accord? 1,8. Hein? Oh, c'est pas possible. 1,8 fois la valeur que j'aurais dû calculer. Voilà. Bon, voilà. Bon, je les mets là. Voilà. Et alors, émission. Alors, pourquoi scope 2? Parce que c'est l'électricité. Et rappelez-vous, je suis en France. Donc 50 grammes. Là, c'est des kilowattheures. Hein, c'est des kilowattheures. Donc le total, hein, c'est 50 grammes par kilowattheure. Hein. Donc, on va mettre en kilos. 0,05 fois la consommation annuelle. Hein, on est à l'annuel. Voilà. Ah pour avoir des tonnes, je vais diviser par 1000. Ok. Alors oui, il m'a mis un PUE cible, oui, mais 1,3, pour l'instant, je ne suis pas 1,3, hein, je suis 1,8 tel qu'on me l'a donné. Donc voilà, la cible est 1,3, ça serait mieux, bien sûr, mais bon, ok. J'ai mis 1,8. Alors maintenant, puissance refroidissement. Alors, puissance refroidissement 60 kW. Donc, j'ai refroidir pendant, normalement, le même temps. Hein. Bon, pendant le temps, alors, 60 kW, bien sûr. Je vais refroidir pendant que le dispositif fonctionne. C'est-à-dire 8760 heures, mais 60%. 0,6.
Voilà. Ok. Alors les fluides, bon, alors là c'est un peu plus compliqué, vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce qu'on perd? Alors voilà, 10 kilos, alors, qu'est-ce que ça veut dire, 10 kilos R410? Alors là c'est ambigu, est-ce que je perds 10 kilos par an? On va supposer que c'est 10 kilos par an que je perds. Hein, c'est un gros, bon, c'est beaucoup, mais bon, imagine que c'est à 10 kilos. Ça veut dire que chaque année, hein, on est toujours sur l'année, hein, chaque année, on perd 10 kilos, 10 kilos, voilà, 10 kilos, c'est pas possible, hein, votre voiture, elle perd bien 2 kilos chaque année. Hein. Et vous perdez 2090, donc 2 tonnes 0,88, si on est en tonnes, oui, 2,088. Donc c'est l'équivalent de 20 tonnes. Hein. 20 tonnes. Bon, il aurait peut-être fallu être plus précis dans l'évaluation du... Est-ce que c'est que 10 kilos, mais bon. Si c'était 10 kilos au total de fluide dans l'équipement, ben vous voyez, il y a 60 serveurs, il y a 100 serveurs, ça m'étonnerait qu'il n'y ait que 10 kilos, donc c'est bien le taux d'émission. Et alors, bon, alors, le taux de potentiel free cooling. Bon, alors, c'est quoi le free cooling? C'est-à-dire, c'est un refroidissement par l'air ambiant extérieur. Ok? Bon, l'air extérieur. Alors, tout dépend bien sûr de la localisation. Pendant l'hiver, par exemple, peut-être pas besoin de faire tourner la machine de refroidissement. Hein, et là, vous avez un potentiel de refroidissement gratuit, entre guillemets, free, gratuit, pendant un certain nombre de mois. Ok? Mais lorsque la mi-saison arrive et que les températures extérieures augmentent, ça ne suffit pas. Et donc, vous démarrez la machine de froid. Donc, potentiel free cooling, là, il est difficile. C'est une donnée qui est a priori difficile à chiffrer si on ne connaît pas le lieu. Hein. En général, on peut arriver à 0,3. Hein, 30% voilà, 30%, excusez-moi, voilà. Mais ça, c'est purement une valeur à valider, hein, excusez-moi. Ok? Bon, continuons. Alors maintenant, groupe 3, rappelez-vous, groupe 3, c'est les équipements. Bon, ben, 100 serveurs, pas compliqué, c'est 300 kg par serveur, donc 0,3 tonnes par serveur, il y en a 100, ben, ça fait 30 tonnes. Ouais, y a pas de... Alors, attention, 30 tonnes, mais la durée de vie, elle est de 5 ans. Donc on va répartir sur ça, ça fait donc 30 tonnes, divisé, hein, on va ramener ça année par année, divisé par 5 ans. Ça fait donc 6 tonnes. D'accord? Stockage, vous voyez, 50 par... Alors, 50... alors, on a 50 téraoctets qui étaient de stockage et on a 100 kg par téraoctet. Là encore, 5 ans. Donc 50, ça fait 0,1, donc ça fait que 5 tonnes. 10 par 5, ça fait donc 5 divisé par 5, excusez-moi, donc ça fait 1 tonne par an. 5 divisé par 5 égale 1 tonne par an. Et donc la somme des deux, hein, 6 et 1, 7, ça fait 7 tonnes par an. Ah, il y a les switches, excusez-moi, les switches. Il y a 10 switches. 200, voilà, donc 10, ça fait donc 10 fois 200, ça fait 2000, ça fait 2 tonnes, 2 tonnes divisé par 5, ça fait 400 kg. 0,4, alors 0,4 on va mettre là parce qu'ils ne l'ont pas mis, 0,4, voilà, 0,4 tonnes pour les switches de CO2 par an. Voilà. Voilà, bien. Et puis il y a, vous voyez, le groupe 4, c'est la fin de vie. Alors, excusez-moi. Alors bon, déchets électroniques, 20 serveurs. Où sont les données? Bon, alors, recyclage, alors, voilà, bon, on donne d'équipement. Tout à l'heure, on vous a donné alors, bien sûr, excusez-moi, là, ça bouffe un petit peu le... Voilà, alors, déchets électroniques, 20 serveurs, il faudrait voir combien ça coûte en énergie, là, je ne les ai pas. Recyclage, le recyclage, on va supposer que ça a un coût réduit en termes énergétiques, un bilan CO2. Transport d'équipement, rappelez-vous, on a 10 000 km par an et on a un coût, si vous vous souvenez bien, un coût, je l'ai où là? Transport, voilà, 0,09 kg par tonne et par kilomètre. Hein,
Ok. L'eau, l'eau, rappelez-vous, 500 mètres cubes. Alors pourquoi on a besoin d'eau? Parce qu'on a besoin de rafraîchir les groupes de froid ou le système free cooling. Hein, on ne refroidit pas. Alors vous allez me dire, monsieur, on pourrait utiliser de l'air. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, on a choisi le tour de refroidissement. Donc ça a un coût. D'accord. Un coût en termes de consommation. Hein, on consomme, c'est qu'on prend de l'eau issue d'une rivière ou d'une nappe, hein, et puis on alimente la tour de refroidissement. D'accord. Bon. Alors, le bilan de tout ça. Hein, bon, vous voyez, bon, on récapitule toutes les informations. Électricité Haïti, donc scope 2, 1 51 200 kWh. Ce qui, avec 50 grammes, etc., vous donne 52,6 tonnes de CO2. Bon. Les refroidissements, rappelez-vous, on a calculé le refroidissement, 350 400 kWh, c'est un peu moins, mais c'est toujours le même ratio, hein, le kilowattheure vaut toujours la même quantité de CO2. Les serveurs, bon, c'est un peu plus petit, on a vu. Hein. Transport déchets, je n'ai pas fait le calcul, mais 3,5. Et frigorigène, alors 0,02 tonnes, alors justement, 0,02 tonnes de CO2. Qu'est-ce que j'avais mis émission 0,02 tonnes. Donc là, ça fait 20 tonnes. Donc, probablement, ce qu'il me donnait, c'était pas les fuites, c'était le total, et c'est un ratio. Hein, là, ça me faisait 20 tonnes par an, et là, j'ai 20 tonnes par an, et là, j'ai 0,02 tonnes. Donc, c'est 1%, je dis pas de bêtises, 1% ou de taux de fuite. Il y a taux de fuite qui manque, hein, soyons clairs. 10 fois 0,2, ça fait 20 tonnes. 20 tonnes divisé par 5 ans, ça fait 4 tonnes, ça fait encore déjà beaucoup. Donc c'est un taux de fuite. Voilà, il y a un taux de fuite qui n'a pas été précisé. Hein. Erreur, enfin bon. Voilà. Et le bilan, c'est que grosso modo, ce qui coûte cher, c'est bien sûr l'électricité. Ah, vous voyez, le total des deux, 65 et 22, ça fait 87%. Donc plus de 3 quarts, hein, 87%, c'est le plus gros enjeu. Bon. Donc, on a un PUE. Alors, vous voyez, le PUE, effectivement, si vous faites le ratio entre l'électricité Haïti et les refroidissements, vous faites la somme des deux, et vous divisez par l'Haïti, vous avez 1,33. Donc, c'est à peu près ce qui était indiqué, et ce n'est pas la valeur initiale. Hein. Donc, j'ai probablement un peu exagéré sur la consommation d'énergie électrique, mais enfin, le Haïti, c'était facile. Hein. Quand on a calculé le Haïti, voilà, le Haïti, c'était 200 kW, 200 kW, 60%, 8760. Voilà, ok, donc il n'y a pas... Ok, bon. Et au fond, le 1,8, là je l'ai appliqué, mais en fait vous apercevez que la puissance, l'énergie de refroidissement était moindre que ce que donnait ce ratio PUE. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, par kilowattheure IT, c'est le kilowattheure informatique, hein, c'est ça la puissance informatique qui m'intéresse, hein, c'est la capacité du serveur de faire son job. Si vous prenez les 76 tonnes de CO2, vous ramenez, vous avez 75 grammes de CO2 par kilowattheure informatique. Bon, il faut bien voir que vous avez déjà 50 grammes de prix par électricité, hein, soyons clairs. Après, maintenant, est-ce que vous êtes sur un bon data center? Vous voyez, donc un 3, c'est ce qu'on a vu, un 33, un 3. C'est une bonne pratique, c'est un bon. Voilà. Bien, donc tout ceci, voilà. Alors, donc les PUE, en fait, si vous voulez, il y avait une valeur initiale et puis une valeur améliorée. Ce qui vous amène bien sûr une réduction des CO2, hein, quand vous amenez le 1,8 à 1,3, forcément vous avez une réduction. L'eau, vous avez des quantités d'eau consommées qui sont variables. Et puis là, vous avez... voilà, là c'est plutôt des recommandations, hein, c'est pas des valeurs. Nous, on a calculé nos valeurs, mais ce qui nous intéresse, c'était que on soit sur des PUE intéressants. Alors des CUE, c'est le carbone, hein, plus limité, des taux d'usage. Pourquoi c'est le plus intéressant d'un taux d'usage? Parce que
Bon, l'électricité va dépendre de son usage, mais surtout les postes qui sont des postes, vous voyez, les postes, le scope 3, ben, le scope 3, il est le même, hein, que vous avez un taux d'usage de 60%, 80%. Donc vous réduisez, de fait, le ratio kilo de CO2 par kilowattheure, hein, sur un taux d'usage plus important. Bien. Alors comment on peut améliorer tout ça? Eh bien, on pourrait, avec l'IoT, hein. Bon, avant l'IoT, on fixe une température constante. Maintenant, on pourrait, avec l'IoT, alors on pourrait dire avec le GTB aussi, hein, ou GTC, ce serait un peu la même logique. On peut ajuster la température de contrôle du center, du data center. C'est-à-dire qu'on peut accepter quand même une dérive. Et vous voyez, en plein été, on pourrait très bien accepter des températures un peu plus élevées pour limiter la consommation d'énergie du système de refroidissement. Bon, ok. Et bon, là, on peut l'évaluer. Alors bon, ceux qui ont fait un peu de production de froid savent très bien combien on gagne, degré par degré, si on augmente la température de refroidissement. En général, on dit 3%. Vous voyez, là, j'ai 9 sur 3,27. Bon. Voilà. Bon, mettons, vous voyez, c'est peut-être plus classique de mettre 15%. Maintenance prédictive. Ben voilà. L'avantage de l'IoT, c'est qu'on surveille l'usure potentielle, la dégradation des performances des équipements. Donc, le fait d'avoir une maintenance calendaire, c'est-à-dire tous les 6 mois, j'interviens plutôt qu'une maintenance conditionnelle, que permet l'IoT, en surveillant les performances des serveurs. On peut d'abord intervenir à bon escient, donc réduire la consommation d'énergie, et puis espérer augmenter la durée de vie. Bon, 20%, c'est une évaluation. Et puis, le serveur toujours allumé, et avec IoT, mise en veille intelligente. Donc là aussi, gain de temps, gain d'énergie. Voilà. Donc, température adaptative. Oh ben, excusez-moi, je leur dis la même chose. Bon. Ok, alors, oui, juste une remarque. Le crack, c'est quoi le crack? C'est le système de conditionnement d'air, hein, le climatiseur, si vous voulez. Hein. Vous avez vu le poids que ça représente. Hein, c'est gros consommateur. Et puis, c'est en scope, voilà, c'est les consommateurs, et donc c'est le cœur du calcul du PE. Hein. La différence entre la consommation informatique et la consommation totale, c'est le système de refroidissement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de changer les installations anciennes, mettre le ventilateur à vitesse variable, pourquoi pas. Il faut faire du free cooling, hein, on en a parlé. Il faut mieux gérer l'air, c'est-à-dire que la circulation de l'air dans les data centers est importante. Hein. Et puis, on peut imaginer peut-être à terme de mettre les serveurs non plus en contact avec de l'air, mais avec des fuites diélectriques, hein, qui permettent de refroidir. Alors eux-mêmes, les fuites diélectriques, il faudra les refroidir, mais on va gagner en performance. Voilà. Alors, on pourrait maintenant, pour terminer, parler de GTB-GTC. Alors, GTB-GTC, c'est qu'on appelle BACS en anglais. D'ailleurs, le décret BACS, c'est GTB-GTB. Hein. Le décret BACS, on n'a pas dit décret BGTB, on a dit décret BACS, qui est de l'anglais. Hein. C'est bizarre, d'ailleurs, dans une réglementation, de mettre une terminologie anglaise. Mais enfin, ça vient de l'Europe et ça vient des réglementations européennes. Bon, alors où est-ce qu'on va avoir un BACS? Là, vous voyez, plutôt un bureau. Bon, classe énergétique C, équipement du BACS GTB, contrôle chauffage clim, contrôle éclairage, store automatisé. Voilà ce qu'on contrôle avec cette GTB. Bon, le BACS, c'est quoi? C'est le système de contrôle et d'automatisation. Hein. Alors, quelle est la différence avec l'IoT? L'IoT est beaucoup plus ambitieux. L'IoT recueille beaucoup plus d'informations, mais on pourrait dire que l'IoT, ce n'est qu'une extension d'un BACS. Hein. Bon, parce qu'on va retrouver, on y reviendra sur l'IoT tout à l'heure, mais on va retrouver des choses. Il faut forcément, sur un GTB, de capteurs, actionneurs, contrôleurs, automates et interfaces. D'accord? Alors oui, mais monsieur, et l'IoT, il y a quoi? On verra pas. Là, il y a un peu plus. On rajoute dans la liste quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a le cœur
proche de l'équipement, proche de l'usage, on a le GTB, et à un moment donné, le GTB passe le relais à un système plus large qui est l'IoT. Alors, l'impact carbone, on sait très bien, énergie, émissions liées au matériel et consommation des systèmes. Bon, je vous donne juste une idée, un ordre de... Voilà. Bon, alors après, c'est des situations qu'un audit nécessaire, on n'invente pas les données. Chauffage 120 kWh par mètre carré. C'est pour ça l'importance de l'audit initial, ça vous donne les valeurs. L'éclairage 25 kW par mètre carré. Alors on pourrait très bien, on peut le calculer, tout peut se calculer, mais enfin c'est bien d'avoir plutôt un audit avec des mesures, un mesurage. Consommation également. Maintenant avec un BAX, là je vous donne des ordres de grandeur de réduction des consommations. Réduction des consommations. Donc vous êtes d'accord, si je réduis le chauffage de 25% par rapport à 120, sur un immeuble qui fait 8000 m², vous êtes capable de calculer l'économie de chauffage en kilowattheure par an. Et puisque, alors, ambiguïté, chauffage, on ne sait pas trop comment il chauffe, on va supposer que c'est l'électrique. On va supposer que, donc ça va se traduire par des tonnes, puisqu'on sait que c'est 50 grammes par kilowattheure. L'éclairage, on est sûr que c'est l'électrique, donc 25 kWh par mètre carré par an, donc 25 fois 8000 pour voir la consommation, moins 40, 8000 fois 25, moins 40%, et on multiplie toujours par 50 grammes de CO2. La clim va faire pareil, et vous faites la somme des économies. Alors après, on vous dit les cycles de vie. Vous voyez, donc la scope numéro 3. Taux de recyclage 60%, fin de vie. En fin de vie 60%. Transport 2000 km de camion. Et on émet, alors voilà, il vous donne parfois, vous avez vu que parfois on nous oublie, on oublie certaines données, mais par kilo d'équipement, je récupère, j'émets 0,1 kg de CO2. Donc, production, alors, voilà, phase de production, alors que je comprenne. Émission de phase de production, taux de recyclage, transport. Bon, là, j'ai plutôt passé. Ah ben oui, excusez-moi, je n'arrivais pas, c'est le 2, c'est pas le 3 tout de suite, c'est le 2. Donc 200 capteurs, 50 actionnaires, chacun bien sûr est associé à capteur 15 kg de CO2, donc 15 fois 200. Actionnaire, 50 actionnaires fois 25, voilà, etc. Durée de vie, alors je ramène ça à l'année, donc 10 par 15. Donc vous avez le total de tout ce que vous coûtent vos installations par an. 8000 kWh par an, donc ça c'est le système purement, c'est système BAX, donc ce que vous coûte, alors c'est quoi l'énergie de fonctionnement du BAX? C'est pas l'énergie des équipements de chauffage, ni d'éclairage, ni de clim, c'est le système de commande. Ça consomme l'énergie, vous voyez, 8000 kWh par an. Donc ça représente bien sûr une certaine quantité de CO2. Maintenance, bon, pareil, c'est surtout des déplacements qui comptent du CO2, 5000 km par an, donc le kilomètre a été. Donc de ce point de vue, on peut, émission, phase de production, c'est là. Phase d'usage, c'est les consommations énergétiques. Donc on fait la somme des deux. Et si on veut améliorer les choses, eh bien, on met des capteurs supplémentaires, on fait du machine learning, donc l'IA. Ça nous permet de faire la maintenance prédictive, ça c'est très important. Et donc l'amélioration, on rajoute 10%, l'IoT, donc l'IoT va vous rajouter du 10% de réduction de consommation, du réduit d'1%, et puis la maintenance de 30%. C'est pas négligeable. La maintenance, c'est une maintenance prédictive et non plus une maintenance calendaire ou voilà. Bon, voilà un peu le petit dossier que l'on peut construire. Alors, vous voyez, monsieur, là encore, on est dans le cœur du truc, parce que quelque part, quand vous allez proposer une solution IoT ou GTB, il y a l'aspect bien sûr
il y a l'aspect, vous êtes d'accord, il y a l'aspect financier, évidemment. Et vous avez vu que financement, alors là, on n'a pas vu encore de prix de financier. Mais enfin, on a vu qu'on pouvait économiser du temps et de la consommation au prix, bien sûr, d'un investissement. Donc ça, c'est... Et puis deuxièmement, l'impact CO2. Et vous ne pouvez pas imaginer que là, j'ai pris le GTB et j'ai pris Data Center, que c'est au cœur du problème. On va y revenir là-dessus. C'est au cœur du problème. La consommation d'énergie, c'est au cœur du problème. Et non pas seulement la consommation des équipements hard, que j'appelle le hard, c'est-à-dire la pompe à chaleur, le groupe de froid, la centrale traitement d'air, la tour de refroidissement, non. C'est aussi la consommation de l'équipement de contrôle, du BAX, enfin du GTB comme vous voulez, le BAX ou le GTB ou l'IoT. Ça consomme. Et si vous rajoutez, et vous l'avez vu ici, et là on va se poser des questions, vous rajoutez l'analyse avancée, machine learning, c'est-à-dire que vous faites de l'IA, ben ça vous consommez aussi de l'énergie. Ok? Ben merci pour votre attention et je vous laisserai encore un petit quiz pour essayer encore de nous repositionner un petit peu, de nous poser des questions. Merci pour votre attention.